Salut à toutes et à tous, c'est Ilyes. On se retrouve aujourd'hui pour l'interview avec Benjamin Serfaty. Benjamin Serfaty qui est le président du MMA Factory, qui est cofondateur bien sûr de l'Ares Fighting, qui prend énormément d'ampleur. Il rentre à peine de Las Vegas où il y était présent bien sûr pour assister Alan Baudot qui combattait face à Parker Porter à l'UFC. Salut Benjamin, comment tu vas ? Salut Elias, salut à tous. Je vais bien, merci pour ton invitation. On va commencer avec, bien sûr, comme je le disais en introduction, le fait que tu viens à peine de rentrer de Las Vegas. Tu étais présent dans le coin d'Alan Baudot pour son troisième combat à l'UFC. Alors malheureusement, il s'est incliné sur décision unanime. Les trois juges ont en fait estimé qu'il avait remporté le premier round d'une manière assez logique. Ensuite, ils ont donné l'avantage à Parker Porter dans les deux derniers. Est-ce que tu es d'accord avec cette décision des juges ? Moi, c'est un combat qui m'a fait vaguement penser au combat de Cyril contre Francis, où finalement tu as une personne qui est un peu plus agressive, plus percutante debout, et tu as une personne qui a on va dire, l'intelligence de réadapter son game et de se dire, bon, je prends trop de coups, et je vais aller tuer le jeu, je vais le coller. Et puis, et alors c'est vrai que c'est frustrant, parce que en vrai, bah, euh, Parker a rien fait. Enfin, il a tué le jeu, il a été bloqué un peu le jeu à la lutte, un peu comme l'avait fait Francis. Mais sur le papier, c'est de la domination, c'est du temps qui s'écoule avec de la domination à son actif. En tout cas, donc c'est peut-être c'est frustrant, c'est peut-être ennuyeux quand on regarde parce qu'on se dit ah mais debout on a mis plein de points, on l'a touché, on l'a percuté, mais il en demeure pas moins que il a collé contre la cage, il a fait deux takedowns. Dans le troisième round, le takedown, on le paye cher puisque finalement, on reste la dernière minute au sol et ça nous fait considérablement perdre le round. Donc, j'ai envie de te dire, la victoire n'est pas belle, mais pour moi, oui, il y a victoire très serrée, mais il y a victoire. Et c'est vrai que on évitait ce takedown dans le troisième round, on était sûr de partir avec la victoire. C'est sûr que on évitait de rester aussi longtemps collé contre la cage, on repartait avec une victoire. Mais sur le papier, oui, il y a la victoire. La victoire. Alors, on peut contester, hein, une fois de plus, on peut contester, on peut se dire que il n'a rien produit, il n'a rien fait, alors que Alan a été percutant, il a touché à plusieurs reprises, il a été beaucoup plus agressif. Mais sur l'occupation du temps global, il y a quand même une occupation voilà, de Porter Parker. Alan n'a pas eu beaucoup de chance jusqu'à présent depuis ses débuts à l'UFC. Son premier combat, il s'incline sur KO, mais face à Thomas Spinal, que beaucoup considèrent comme le futur de la catégorie des poids lourds, en compagnie bien sûr de Cyril Gane. Ensuite, il y a sa défaite contre Rodrigo Nascimento qui est transformée en no contest puisque le Brésilien était dopé. Et puis ensuite, cette troisième défaite malheureusement contre Parker Porter alors qu'il a produit quand même un très bon premier round. Comment est-ce que ça annonce son avenir à Alan avec l'organisation ? Écoute, je peux pas te dire, c'est l'organisation qui en décidera. Moi, ce que je sais, c'est que il faut quand même saluer le mérite et la bravoure de Alan. Alan, c'est un combattant extrêmement courageux, qui travaille beaucoup, qui charbonne, qui a d'énormes qualités. Alan a accepté un short notice alors qu'il était absolument pas entraîné face, comme tu l'as dit, au prospect, un jeune prospect de l'UFC, Thomas Spinal. Lors du deuxième combat, bon, on manque un peu de chance parce que finalement on fait un super premier round et puis lors du deuxième round, on démarre, on est partie génitale, puis après euh, on prend une défaite, bon, elle se transforme en no contest puisque l'adversaire a été dopé, donc vraiment malchance. Et là, on arrive avec un super camp d'entraînement, on arrive avec un Alan de Bodo vraiment en forme, qui a produit un bon travail. Voilà, après, c'est malheureusement, c'est la vie d'un combattant, c'est très difficile. C'est vrai que bah, c'est dommage. Moi, je lui souhaite vraiment, et j'espère vraiment que son avenir n'est pas fini, loin de là. Euh, c'est très très loin de représenter ce qu'il est capable de faire, puisqu'on sait qu'il peut faire beaucoup plus. Voilà, bon, il a eu là encore un peu de manque de réussite ou de malchance parce que finalement, il y a un adversaire comme on l'a dit tout à l'heure, peu produit, mais qui a bloqué le jeu. Il était extrêmement lourd, extrêmement puissant. Ça va
voilà, ça nous a un peu bloqué. On n'a pas su sortir suffisamment tôt pour pouvoir se décoller de cette emprise et ça nous a valu la victoire à la fin parce enfin, ça nous a valu cette victoire exactement. Donc voilà, malheureusement, c'est une défaite, mais je pense quand même que il va revenir, qu'il va s'exprimer, qu'il va pouvoir faire une belle victoire. Et puis après, on verra bien ce que décideront les organisateurs. C'était son avant-dernier combat dans son contrat à l'UFC. Donc logiquement, il devrait y avoir un autre combat et on l'espère pour Alan une victoire. Il y a en tout cas un peu plus d'un mois, Benjamin, tu étais également de la partie aux États-Unis pour accompagner un autre poids lourd, cette fois-ci du MMA Factory. Il s'agit bien sûr de Cyril Gane, puisque bon gamin affrontait, on le sait tous, Francis Ngannou pour en quelque sorte réunifier tous les titres dans cette catégorie des poids lourds, puisque Cyril était champion intérimaire. Comment est-ce que tu as vécu aussi ce combat entre deux combattants que finalement tu connais très bien, puisque Francis était également un factorien il y a encore quelques années? Beaucoup d'émotions différentes, c'est-à-dire t'as un peu de, t'as un peu de, moi j'aime pas le mot haine parce que je le trouve trop fort, mais avant le combat, tu vois, t'as des sentiments durs, tu vois, voilà, tu sais qu'aussi les réseaux en rajoutent, tu sais que finalement les interviews sont là pour en rajouter, donc finalement tu arrives avec presque un peu de haine, tu vois, envers Francis. Le soir du combat, tu as un peu de frustration parce que quand tu connais les qualités physiques, techniques, d'endurance, enfin toutes les qualités d'intelligence de Cyril Gane, bah, tu es frustré aussi parce que tu sais que c'est pas l'issue du combat qu'il mérite. Voilà. Euh, mais puis à la fin, tu as finalement un sentiment de comment dire, j'ai j'ai trouvé que là, cette fin de combat, bah, écoute, ils se sont bien salués, ils se sont bien respectés, que finalement, on a salué Francis, Francis nous a salués, il a témoigné du respect, et j'ai trouvé que finalement, voilà, le respect qu'on a ressenti en cette fin de combat était quelque chose qui nous a tous finalement rappelé que bah, le sport, c'est ça, quoi, c'est ça, c'est plein de valeurs et plein de bonnes choses. Francis a eu l'intelligence de réadapter son game, d'aller utiliser une lutte puissante qui venait de travailler. Il a réussi à nous bloquer et ça nous a complètement un peu paralysé puisque finalement, cette puissance, on n'a pas réussi à s'en défaire pour retravailler à distance et pour le toucher. Voilà, une fois de plus, c'est de la frustration, c'est frustrant, c'est moins joli, on préfère la phase où bah, quand on est debout, parce que Cyril, il est vif, il est rapide, il touche, il a touché quand même à plusieurs reprises. Ben voilà, c'est ça aussi, c'est se réadapter et les grands combattants se réadaptent. Et finalement, Francis s'est réadapté, il est parti coller Cyril et il est parti prendre cette victoire qui, pareil aussi, hein, extrêmement serrée, qui peut être aussi un peu discutée, mais il a quand même bloqué le jeu, il a quand même fait deux beaux takedowns. Voilà, c'est comme ça. Tu as commencé à en parler et j'aimerais avoir peut-être des précisions si c'est possible. Mais effectivement, moi, je me souviens que ça m'a marqué à la fin du combat et je t'ai vu saluer, toi, personnellement, Francis. Je pense que de mémoire, vous êtes serré la main. Est-ce que vous êtes peut-être échangé quelques mots à ce moment-là? Non, à ce moment-là, on s'est uniquement serré la main et puis après, on s'est recroisé dans les coulisses, si tu veux, là où il y avait les interviews. Il est passé devant moi et puis et là, il m'a vraiment fait une poignée de main chaleureuse en me saluant. Benjamin Sarfati, comment vas-tu? Voilà, avec un grand sourire. J'ai renvoyé le salut, j'ai renvoyé le sourire et voilà. Et puis c'est la vie, quoi, tu vois. Tout est bien qui finit bien et ça fait plaisir de voir ça quand on sait l'histoire de Francis avec vous au MMA Factory. Alors, récemment, Benjamin, Cyril Gane a accordé une interview aussi à Ariel Helwani. Il en a dit un peu plus sur son avenir. Si j'ai bien compris, corrige-moi si je me trompe, mais il prévoit de faire une petite pause pendant quelques mois. Je sais qu'il a prévu aussi de tourner un film. En tout cas, il sera l'un des acteurs de ce film. Pour les fans qui attendent son retour à l'UFC avec impatience, est-ce que toi, Fernand Lopez et Cyril, vous avez déjà peut-être une date en tête? Non, alors, bon, ce qu'il faut savoir, c'est que Cyril a déjà repris la route de l'entraînement, hein. Cyril
est un athlète qui ne cesse de s'entraîner. Donc, il a déjà repris le chemin de la salle, il a déjà repris les entraînements. Je pense que c'est pas tant faut pas appeler ça une pause, ça n'est pas une pause. Je pense que on va surtout attendre le bon adversaire et le bon moment. Du coup, si finalement la bonne opportunité se présente dans 3 mois, peut-être que ça sera dans 3 mois. Si elle est dans 6 mois, ça sera dans 6 mois. Mais on attend surtout un retour de l'UFC dans un premier temps, avec la bonne proposition, le bon adversaire. Mais Cyril a déjà repris l'entraînement et est déjà en train de se réentraîner. Donc ne vous inquiétez pas, tous les fans, vous allez le revoir quand même prochainement. Voilà, je dirais pas rapidement, mais quand même prochainement. Ah, ça, c'est une très bonne nouvelle. Et en tout cas, au niveau de l'adversaire, il me semble que Tai Tuivasa, c'est un adversaire qui a l'air d'avoir les faveurs de Cyril. Nombreux sont ceux aussi qui aimeraient le voir se mesurer à bon gamin, surtout après sa victoire sur KO contre Derrick Lewis. Tai Tuivasa, c'est un adversaire qui vous plaît? Personnellement, l'adversaire en lui-même, oui, ok. Maintenant, est-ce que c'est vraiment est-ce que c'est vraiment intéressant ce type de match-up pour nous aujourd'hui? Bon, je vais te dire, nous, on aimerait bien sûr une revanche. Si on n'a pas de revanche, on préférait tout de suite un Stipe ou un John Jones, quoi. Tu vois, des gens mieux classés, bien sûr, mieux rankés. Éventuellement, si finalement on ne sait pas encore quel sera le devenir de Francis, mais si Francis s'en va, peut-être qu'il y aura une ceinture intérimaire et auquel cas qu'on puisse être positionné dessus, tu vois. Donc bon, tu vois là, oui, c'est sympa. Le public se dit ça peut être sympa, mais bon, nous en termes de carrière pure, je sais pas si pour nous ça a de l'intérêt d'aller prendre le numéro 3 aujourd'hui alors qu'on a d'autres contenders possibles, entre un John Jones ou un Stipe, quoi, tu vois. Voilà. Si c'est pour une ceinture, oui, on pourra tuer Vaza, mais sinon, à voir. Ah, si vous arrivez à mettre en place un John Jones ou Cyril Gane, moi personnellement, je signe dès demain. Alors l'autre factorien aussi qui va faire parler de lui dans les prochaines semaines, c'est Nassourdine Imavov, puisque le franco-dagestanais va affronter Kelvin Gastelum, c'est le 10 avril lors de l'UFC 273. Comment se passe la préparation de Nassourdine? Nassourdine, c'est le futur. C'est le futur, c'est un athlète extrêmement brillant, qui progresse à une vitesse faramineuse, qui a des qualités en boxe exceptionnelles, une vitesse incroyable, qui aussi au sol est très dangereux. Donc, c'est vraiment, vraiment un combattant extrêmement complet, en même temps déterminé et motivé comme jamais, qui s'entraîne très, très bien et qui progresse, qui continue de progresser. Donc, je suis assez optimiste et assez confiant sur ce combat. Je pense que vraiment Nassourdine a de bonnes, enfin son avenir est de bon augure au sein de l'UFC et je ne serais pas surpris qu'on le voit très rapidement dans un top 3. Ah, ça c'est aussi une très très bonne nouvelle. Alors aujourd'hui, il est classé numéro 12 de la catégorie des poids moyens à l'UFC. En cas de victoire contre Gastelum, il devrait logiquement intégrer le top 10 de la catégorie. Une catégorie qui est dominée par Israel Adesanya, qui est un champion souverain, qui surclasse tous ses prétendants en titre. Est-ce que tu penses que Nassourdine, quand viendra un jour, je l'espère, le temps d'affronter le Stylebender, c'est un combattant qui est armé pour déranger justement le champion en titre? Je vais te dire, je pense que quand tu intègres le top 10 ou le top 5, tout est possible. Tout est une affaire comme pour reprendre les mots de mon ami et mentor Fernand Lopez, tout est une question de fight IQ et de respect de la stratégie, du respect du game plan. Lorsqu'on arrivera à ce moment d'affronter The Stylebender, si Nassourdine est capable de suivre le game plan à la lettre et il en est capable, si Nassourdine est capable de rester concentré et on est capable, et si Nassourdine est capable de continuer à s'entraîner et à performer comme il le fait, oui, à ce moment-là, je pense que c'est possible. Mais en attendant, pour être très, très honnête avec toi, je pense que après Gastelum, je vois pas d'obstacle pour lui avant Stylebender. Quand je dis je vois pas d'obstacle, ça veut pas dire que je le vois gagner facilement. Ça veut dire que je sais pertinemment qu'il a les qualités aujourd'hui
pour aller taper jusqu'au top 3 comme je viens de te le dire, tu vois. Et après, on sait que ça sera un peu plus dur, mais en tout cas, il en a les capacités. Son éclosion au haut niveau, elle fait plaisir à voir, hein, parce que je pense qu'on sera d'accord pour dire que la catégorie des poids moyens, c'est peut-être la moins relevée de tout l'UFC. Donc s'il vient titiller le top 10 et pourquoi pas un jour Israël Adesanya qui lui aussi est en demande de challenge, ça pourrait être vraiment positif encore une fois pour cette catégorie des middleweights. Tout à fait d'accord avec toi et je le redis, Nassourdine, il faut garder un œil sur lui, c'est vraiment le futur. C'est vraiment, vraiment impressionnant de le voir comme ça progresser à la salle. Euh, c'est, c'est, c'est vraiment un athlète impressionnant et il va aller loin. Rendez-vous en tout cas le 9 avril pour son combat face à Kelvin Gastelum. On a parlé d'Alan Bodo, on a parlé de Cyril Gane, de Nassourdine Imavov. Vous avez vraiment du très beau monde au MMA Factory. J'aimerais maintenant qu'on parle de deux autres combattants, Abdul Abdouragimov et puis Taylor Lapillus, qui sont eux aussi sur une excellente dynamique. Ils se sont tous les deux imposés lors de leur dernier combat à l'Ares Fighting, votre organisation, à toi Benjamin et à Fernand Lopez. On sait qu'Abdul, lui, il est même devenu champion des poids welter de l'Ares. C'était sa 6e ceinture, c'est tout simplement incroyable. Alors j'ai cru comprendre qu'ils étaient tous les deux proches d'une signature à l'UFC. Où en sont les négociations, j'ai envie de dire, à ce sujet-là? L'UFC aujourd'hui a un roster vraiment quasiment, enfin pas quasiment, un roster plein, vraiment plein. Et donc là-dessus, ils sont extrêmement vigilants sur les nouveaux recrutements. Donc soit on recrute sur parce qu'on a besoin d'un short notice ou on a besoin d'une personne, soit on recrute vraiment au compte-gouttes, il y en a un qui sort, il y en a un qui rentre. Donc je sais que oui, ils sont en pole position. Euh, voilà, rien n'est fait encore. Ils sont en pole position et et du coup, étant donné qu'ils se sentent aussi bien à l'ARES, bah, eux se disent bon bah on continue à être actifs, on continue à combattre. Voilà, soit ça peut accélérer le dénouement, mais c'est vrai que en tout cas la stratégie c'est pas forcément d'attendre indéfiniment que finalement l'issue débouche, même si une fois de plus on en est très proche. Donc voilà, c'est vrai qu'on a deux athlètes particulièrement bien placés et très très proches de l'UFC. Mais tant que rien n'est signé, bah, la vie continue et donc ils ont effectivement exprimé le fait qu'ils se sentent bien à l'ARES et qu'en attendant, ils sont au contraire très, très ravis d'y rester, quoi. Bah, c'est tout bénef pour votre organisation. Encore une fois, tu en es le cofondateur avec Fernand Lopez. Vous êtes tout simplement hyper actif depuis fin 2021 puisque vous en êtes déjà à 3 événements organisés. Le prochain aura lieu le 10 mars et ne sera pas le dernier de l'année, loin de là. Alors on sait que les combats sont diffusés via l'UFC Fight Pass. La salle est pleine à craquer à chaque événement. Vous avez même le soutien de la ministre des Sports qui a assisté d'ailleurs au dernier événement. Est-ce que Fernand et toi, vous attendiez à un tel succès en sachant, qui plus est, que la légalisation du MMA en France n'est effective que depuis janvier 2020? Et j'ai envie de te dire oui et non. C'est-à-dire que Fernand et moi, ça c'est un scoop pour personne. On travaille jour et nuit, H24, 7 sur 7. Ça fait des semaines, des mois, des années qu'on travaille comme ça, à ce rythme-là, qu'on n'a jamais vraiment ménagé nos efforts pour que le MMA soit légalisé en France, pour que le MMA français se hisse au plus haut rang mondial. Et, euh, et donc, quand on a décidé de se lancer dans Ares, on s'est dit, OK, si on fait Ares, il faut qu'on se lance dans, pareil, un Ares au premier rang, en première ligne en tout cas de toutes les organisations mondiales. Il faut qu'on se hisse vraiment au sommet. Voilà, parce que nous, c'est ce qu'on aime. On aime se challenger, mais on aime le haut niveau, on aime être au mieux. Donc, on fait ça pour notre salle, on fait ça pour nos athlètes, on fait ça et aujourd'hui, on fait ça pour notre organisation. Donc, c'est vrai que si tu veux, en tout cas, on a fait ce qu'il faut pour. Et donc, on va pas se mentir, on est content du résultat, puisque finalement, comme je te l'ai dit, quand je te dis oui et non, c'est-à-dire que tu n'es jamais sûr que ça va marcher, mais en tout cas, on a tout fait pour que ça marche. Donc, oui, je suis pas surpris parce que ça nous est pas tombé du ciel tout cru, on a énormément de travail derrière,
Non, parce que d'un autre côté, rien n'est sûr dans la vie. Et puis, tu vois, on ne sait jamais ce que ça va donner, tu vois. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que on a énormément travaillé. On est entouré d'une équipe vraiment formidable. Il faut savoir que il n'y a pas que Fernand et moi. Il y a Camille et Guillaume qui sont aussi deux autres personnes qui étaient chez Vivendi auparavant, qui nous ont rejoints, qui font un boulot exceptionnel et vraiment amassent une quantité de travail délirante. Voilà, donc nous sommes ces quatre personnes-là à tenir le projet à bras-le-corps et vraiment à tout faire pour que ça marche. Et donc, on en est plutôt content. Voilà. Sans oublier, bien sûr, tout le soutien qu'on a de des personnes qui sont soit des parrains, des investisseurs, d'ambassadeurs, enfin, toutes les personnes qui nous entourent dans ce système-là, qui également nous aident beaucoup et qui aussi font un super boulot pour nous donner la force, des contacts, du réseau, enfin, voilà, tout ce qui peut nous aider à progresser. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'en plus d'avoir attendu que le MMA soit légal en France, il y a aussi le Covid qui est venu perturber votre dynamique, puisqu'après l'ARES numéro 1 qui était organisé à Dakar, l'événement que vous deviez organiser ensuite en Belgique, chez moi en plus, a malheureusement été annulé. Vous avez ensuite racheté l'ARES au groupe Vivendi, si je ne me trompe pas. En voyant le succès énorme de votre organisation, Benjamin, est-ce que vous n'avez pas aussi le sentiment, Fernand et toi, d'avoir pris en quelque sorte une sacrée revanche? Tu sais, quand on parle de revanche, ça sous-entend qu'il y a eu une défaite, ou ça sous-entend qu'il y a eu une mésentente ou quelque chose de négatif avant. Personnellement, vraiment, du temps de Vivendi, ça se passait très très bien. Vivendi a toujours été un excellent partenaire pour nous. Ils nous ont toujours extrêmement bien considérés et vraiment, aujourd'hui encore, moi je les en remercie, on s'entend très très bien. Je sais que quand on a fait cet accord pour récupérer la Ligue, on s'est quitté avec une coupe de champagne, ravis et pour l'un et pour l'autre, et on s'est donné rendez-vous dans quelques années, en tout cas je l'espère, quoi. Voilà. Donc si tu veux, c'est pas une revanche, c'est plus une continuité, et c'est vrai que c'est un projet, en tout cas. Fernand et moi, si tu veux, on a le défaut de la qualité de détester l'échec, et quand on fait quelque chose, on a envie d'aller au bout de cette chose. Que ça réussisse ou pas, en tout cas, on veut aller au bout de cette chose. Et donc voilà, j'appellerais pas ça une revanche, mais j'appellerais ça plutôt une fierté. Vraiment une grande fierté de notre part d'avoir pu relancer ce projet et d'en faire ce qu'on en fait actuellement. Vous avez raison d'être fier, puisque le travail est tout simplement formidable. Félicitations à toi, Benjamin, et donc à Fernand Lopez et à tout le MMA Factory. Rendez-vous donc le 10 mars pour le prochain événement ARES, l'ARES 4, qui s'annonce vraiment très intéressant. Merci beaucoup, Benjamin Sarfati, d'avoir répondu à ma question. C'était très intéressant, et à la prochaine pour une nouvelle interview.